Donc on va parler d'un tout autre sujet, et notamment de cornée et de greffe sur les cas, on va dire, les plus sévères de ces patients qui ont des déficits en cellules souches limbiques. Donc du diagnostic à la prise en charge, donc un petit rappel déjà sur la physiopathologie. Donc vous savez que l'épithélium conjonctival est cylindrique et que l'épithélium cornéen est pavimenteux. Et entre les deux, ici, il y a le limbe avec les palissades de Vogt et les cellules souches qui permettent le renouvellement continu de l'épithélium cornéen à la manière d'un tapis roulant. C'est comme ça, de la périphérie vers le centre, puis de la base vers la superficie. Donc voilà. J'avais fait une petite animation. Tout ça pour dire que ça explique pourquoi les ulcères cicatrisent d'abord depuis la périphérie, puis se ferment de façon centripète, et toutes nos cellules épithéliales finissent par desquamer, et ce qui permet un bon renouvellement cellulaire. Donc la zone la plus importante reste celle-ci, donc le limbe, qui est une zone hypervascularisée avec ces fameuses palissades de Vogt au sein duquel nous avons nos cellules souches limbiques qui permettent ce renouvellement épithélial continu. Donc ces palissades, quand vous êtes en lampe à fente à fort grossissement, on peut les visualiser. Alors la physiopathologie du déficit en cellules souches limbiques, vous allez avoir dans un premier temps une disparition de ces palissades de Vogt. Et après, il faut savoir chercher les signes débutants chez ces patients. Alors ça peut commencer par un pooling, par un negative staining qu'on peut avoir, c'est-à-dire que la fluo va imprégner un peu certaines zones et pas d'autres, sans vraiment prise de fluo comme dans un ulcère ici beaucoup plus évident, bon, des kératites ponctuées évidemment, jusqu'à des cas plus sévères de perforation. Donc le limbe, c'est aussi une barrière entre l'épithélium conjonctival et l'épithélium cornéen. Et quand nous avons plus cette barrière cellulaire, il y a une conjonctivalisation, comme vous pouvez le voir ici, supérieure, et avec des cas beaucoup plus sévères, une kératinisation des symblépharons, voire des ankyloblepharons de toute la surface oculaire, ici dans une atteinte gravissime de type Lyell, que j'avais vu et que je suis encore chez un adolescent qui était survenu quand il avait 12 ans. Donc le limbe, c'est aussi la balance et la barrière anti-angiogénique, avec, en cas de rupture de cette barrière, des néovaisseaux, avec toutes les complications des néovaisseaux cornéens que l'on connaît, à savoir les infiltrats, les kératopathies lipidiques, donc les vaisseaux, ils vont exsuder, ils vont apporter des lipides dont on va avoir du mal à se débarrasser, et au final des cornées qui s'opacifient. Donc voilà tous les signes du déficit en cellules souches limbiques. Et si je peux me permettre d'insister sur un des signes précoces, notamment pour le dépister chez des patients précocement, ça va être vraiment cette fluo qui va persister, c'est-à-dire que vous pouvez laver la fluo avec du sérum physiologique, et c'est ce patient qui va avoir sa fluo qui persiste sur la surface oculaire. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu ça déjà dans votre pratique quotidienne. Alors, j'ai pas fait tout le catalogue des causes d'insuffisance en cellules souches limbiques parce qu'elles sont vraiment nombreuses. J'ai mis vraiment quelques cas un peu plus les plus fréquents et démonstratifs. Donc, le même patient que je vous montre qui était une brûlure à la chaux, donc ici sur un stade moyennement avancé, on va dire, avec voilà une perte des palissades de Vogt et cette fluo qui reste avec ces zones de pooling et de negative staining. Et à un cas beaucoup plus avancé, donc ça c'est une enfant qu'on avait prise en charge dans le service qui avait pris du liquide d'un produit d'entretien de piscine dans l'œil, et avec des perforations qui peuvent survenir parfois à la phase aiguë et une conjonctivalisation en quelques semaines malgré tous les traitements possibles. Parfois on court derrière et c'est pas simple de gérer ces cas les plus sévères. Donc la conjonctivalisation, en cas ici, en fait, tout ce qui va être inflammation chronique de la surface oculaire. Donc ici, comme vous le voyez, c'est une dysfonction des glandes de Mébomus assez sévère, avec des surfaces qui vont s'altérer, se conjonctivaliser, se néovasculariser, avec, comme je vous ai dit, ces infiltrats qui peuvent être inflammatoires et avec les dépôts lipidiques secondairement.
Donc on continue dans les inflammations chroniques de la surface oculaire, ça va être les patients allergiques, notamment nos jeunes petits patients allergiques, vous voyez ici, je l'ai mis parce que finalement ça permet de bien retenir la physiopathologie. Vous savez, ces kératoconjonctivites vernales ont ces fameux grains de Trantas avec les polynucléaires éosinophiles qui s'accumulent ici au niveau du limbe. Donc vous avez une inflammation chronique du limbe et au bout de quelques années, ça finit. Donc vous voyez le limbe avec ici des petites zones où on comprend qu'il n'y a plus de palissade de Vogt, là. Et en quelques années, vous allez avoir l'évolution vers la kératoconjonctivite atopique chronique et ces cornées qu'on a greffées ici malgré tout et qui récidivent, qui se néovascularisent et qui se compliquent souvent. Autre cas, on va dire, de la pratique courante, ça va être l'adaptation, la mauvaise adaptation sur des lentilles de contact. Ici, une femme de 70 ans, donc on voit de plus en plus de porteuses, surtout dans le service, qui font des complications de lentilles qu'elles portent à 70, 75 ans. Et ici, quelque part, c'est ce qu'on disait avant, le capital lentille. C'est finalement, le capital lentille, c'est ni plus ni moins qu'un limbe qui n'a plus de cellules et au bout d'un moment, de la sécheresse oculaire. Et ici, vous voyez les stigmates d'un limbe qui a souffert et des infiltrats cornéens. Donc ça, c'était son bon œil. Et ça, c'est l'œil sur lequel qui a conduit à une hospitalisation d'un abcès sous lentille gravissime, comme vous pouvez le voir. Les séquelles d'infection herpétique, l'herpès va être une grosse source aussi d'insuffisance limbique, de néovascularisation, avec des cas qui peuvent être très sévères, comme vous le voyez. Les séquelles aussi de ptérygion récidivant, ici opéré 3 fois, qui vont créer ni plus ni moins qu'une zone d'insuffisance limbique, en sachant que la physiopathologie primaire du ptérygion, ça va être une réflexion des UV au niveau du limbe nasal et qui va détériorer les cellules souches limbiques nasales et créer ces ptérygions. Donc ici des cas plus sévères. Les causes immunologiques maintenant, donc les séquelles de Steven Johnson, donc c'est des patients qui auront fait des réactions allergiques à des médicaments, du Diamox ou tout autre, c'est souvent des polyallergiques qui font des réactions gravissimes et qui donc perforent avec des cas qui peuvent être vraiment très compliqués à gérer, le plus souvent en plus bilatéral. Donc ici, vous voyez, c'est des patients malgré tout, on les suit, ils perforent, ils reperforent, on arrive parfois à les tenir avec des multiples greffes architectoniques. Voilà. Un cas qu'il faut garder en tête, parce que ça c'est le cas piégeux sur lequel il ne faut pas passer à côté, c'est le patient qui s'est fait opérer soit de cataracte, soit des paupières, avec des multiples chirurgies des paupières, ici qui avait été opéré 3 fois d'entroption et qui se présente comme ça aux urgences avec un tableau très inflammatoire et on peut apercevoir des petites bulles ici, vous voyez, conjonctivales, et quand on lui fait ouvrir la bouche, on voit qu'il a aussi des ulcérations et des bulles au niveau de sa muqueuse buccale. Donc c'est la classique pemphigoïde oculaire cicatricielle. Et pensez-y si vous voyez des patients qui évoluent mal sur le plan de leur surface oculaire après des chirurgies palpébrales notamment. Les causes héréditaires, heureusement plus rares, mais on ne peut pas ne pas les citer, les aniridies congénitales avec ces kératopathies aniridiques sévères qui pour le coup ont un déficit génétique en cellules souches limbiques, donc le père et sa fille que je suis et qui viennent avec leur chien d'aveugle en consultation régulièrement. Donc le diagnostic il va être principalement clinique comme vous l'avez vu, mais on peut s'aider de quelques examens complémentaires. Donc en OCT de cornée, on sait que l'épithélium est hypo-réflectif et on va avoir des zones hyper-réflectives avec des lyses stromales également. Et quand on a la microscopie confocale, il y a assez peu de centres, mais on peut toujours en faire même si vous avez des doutes diagnostiques, où on peut voir des cellules caliciformes qui vont être pathognomoniques du déficit en cellules souches limbiques et des pertes en palissade de Vogt qu'on voit ici chez un sujet sain et qui ne sont plus présentes en cas de déficit limbique. Donc, quelle va être la prise en charge ? Donc, déjà, au niveau médical, je ne vous ai pas rappelé évidemment toutes les mesures de prise en charge étiologique déjà, puis tout ce qui va être lubrifiant, pommade, etc. Mais ce qui peut vraiment aider les patients, ça peut être du sérum autologue qui peut vraiment calmer la part inflammatoire, apporter des facteurs de croissance chez ces patients qui sont justement en déficit cellulaire. Donc ça peut vraiment changer la vie des gens et il faut y penser. Vous pouvez, si besoin, nous les adresser juste pour la mise en place du sérum autologue et après continuer à les suivre parce que ça peut vraiment modifier leur pronostic. Et le verre scléral,
Donc ça, c'est important d'avoir un contactologue avec soi qui puisse adapter un verre scléral, parce qu'ici, un patient qui avait une GVH avec une atteinte aussi limbique et qui, avec un verre scléral, a sa qualité de vie et visuelle modifiée. Ensuite viennent la prise en charge chirurgicale. Donc, est-ce qu'on peut faire une greffe de cornée conventionnelle chez ce type de patient? Donc ici, un exemple chez un patient grand brûlé thermique qui a eu une greffe de cornée et qui se présente à ma consultation comme ça, avec l'implant dehors, les fils détendus, conjonctivalisés et assez peu de temps. Donc je vous ai pas remis toutes les études, mais la durée de vie d'un greffon après déficit sur un terrain d'insuffisance limbique est généralement de moins de 2 ans. Voilà, on a aussi ces patients qui vont récidiver leur conjonctivalisation comme ici sur le greffon. Donc avant toute chirurgie limbique ou kératoprothèse, il faut contrôler l'étiologie, mais il faut aussi reconstruire les cul-de-sac conjonctivaux, soit avec de la membrane amniotique, soit avec de la muqueuse buccale que j'utilise de plus en plus, contrôler l'étiologie, l'inflammation, oncette de cyclosporine également, et la pression oculaire aussi, parce que des patients qui peuvent être améliorés par des anti-inflammatoires stéroïdiens, mais qui en subissent aussi les conséquences. Donc ça, c'est un exemple d'un patient chez qui j'ai reconstruit les cul-de-sac, qui avait, vous voyez, une cornée néovascularisée avec un accolement de son tarse supérieur en inférieur des symblepharons. Donc ici, je l'avais reconstruit avec la membrane amniotique et laissé un anneau de symblepharon très longtemps, et on arrive à refaire des cul-de-sac supérieurs. Ici, là, il n'y a plus son accolement, et inférieur. Un autre exemple ici en vidéo. Alors, ça démarre. Alors, je ne sais pas si on ne peut pas cliquer sur la vidéo, parce qu'elle ne semble pas démarrer spontanément. La vidéo ne marche pas, c'est pas grave. Donc, c'est pas très grave, on va l'imaginer. Donc, c'est juste qu'on utilise la muqueuse buccale qu'on va aller tapisser dans le cul-de-sac conjonctival inférieur et qui marche vraiment très bien. Vous voyez ici, on opère maintenant pas mal de ptérygions qui ont récidivé 2-3 fois avec une autogreffe, avec de la muqueuse buccale, avec des résultats qui sont assez sympas. Donc, voilà alors le diagramme un peu de ce qu'on peut proposer aussi. Une fois qu'on a reconstruit les cul-de-sac, on peut, en cas de déficit unilatéral, faire des CLET, donc des autogreffes conjonctivo-limbiques, où on va prélever du limbe supérieur et inférieur sur l'œil sain et le greffer sur l'œil pathologique. Donc ici, ce même patient chez qui j'ai reconstruit les cul-de-sac, qui après se retrouve avec une greffe de cornée claire et qui survit. On peut de façon moins invasive faire des slets, c'est-à-dire prélever juste 2 mm et aller couper des petits morceaux sur de la membrane amniotique avec des résultats qui sont un peu plus variables, je trouve. Mais on est beaucoup moins invasif sur l'œil sain. Voilà. Bon, après, les protocoles de cellules souches cultivées, je ne vais pas trop en parler parce qu'on n'y a plus accès en France. Et les allogreffes, je pense que personne n'en fait parce que ça nécessite de prendre des traitements immunosuppresseurs par voie générale avec malgré en plus des résultats qui sont parfois décevants. Ce sur quoi on travaille beaucoup, donc l'équipe de Lyon travaille sur le protocole COMET où on va prélever des cellules souches de muqueuse buccale qu'on va cultiver soit sur de la membrane amniotique, soit sur un feuillet, on va dire un feuillet cellulaire, acellulaire, pardon, et aller greffer ces cellules souches de muqueuse buccale enrichies, cultivées sur l'œil du patient. Donc à Montpellier, on développe, on est encore en phase préclinique, un protocole également de thérapie cellulaire. Et enfin, les kératoprothèses, qui sont vraiment les solutions de dernier recours. En cas de surface oculaire préservée, la Boston type 1, et en cas de xérophthalmie, donc sécheresse sévère, ankyloblepharon, la ostéo-odonto-kératoprothèse ou Boston type 2. Donc l'autogreffe conjonctivo-limbique, je vous ai montré tout à l'heure. On a des excellents résultats. On a quand même, c'est une chirurgie qui marche bien. Il n'y a pas de rejet et on peut vraiment changer la vie des gens. Malgré tout, ça nécessite de prélever du limbe sur l'œil sain. Donc il n'y a pas beaucoup de patients qui ont une atteinte, qui sont déjà monophthalmes, qui acceptent qu'on touche leur œil sain. Et ça se comprend parce qu'ici ça s'est bien passé. Mais sur un autre cas que j'ai opéré, on peut se retrouver avec des kératites assez sévères, avec du coup un œil sain qu'on est obligé de mettre sous céramotologue. Bon, avec son autre œil pour le coup qui récupère, mais au prix d'une petite perte ou d'une sécheresse, en tout cas sévère sur l'œil sain.
Voilà. Donc parlons à présent des kératoprothèses. Donc les indications, c'est vraiment la dernière intention. Et je vous ai dit, selon la surface oculaire, donc le patient du haut, si vous avez bien suivi, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Le patient du haut, c'était une séquelle de trachome avec néovascularisation, conjonctivalisation. Donc, mais un film oculaire, vous voyez, qui est encore préservé. Donc là, on peut proposer une kératoprothèse de Boston. Par contre, ce cas de xérophthalmie sévère, là, ça c'était un Gougerot sévère. On se retrouve, on ne peut pas proposer de Boston parce que la Boston nécessite, comme je vais vous le montrer, le port d'une lentille de contact et une surface oculaire préservée. Donc la kératoprothèse de Boston, c'est un dispositif hybride avec une optique en PMMA que vous voyez ici centrale. La greffe de cornée d'un donneur, qui peut être de moindres cellules, on n'est pas obligé d'utiliser un greffon avec beaucoup de cellules, et une contreplaque en titane pour bloquer le tout. Ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. On commence à avoir une expérience dans le service depuis quelques années, et on peut avoir des bons résultats, mais ça nécessite d'avoir un film lacrymal préservé. Donc on va déjà faire une trépanation d'un greffon à 8,5 de diamètre et faire un petit trou central pour y insérer l'optique en PMMA et mettre la contreplaque en titane derrière. Ça reste un des biomatériaux les mieux tolérés avec un petit anneau de blocage. Alors j'espère que la vidéo va passer. Oui. Donc la préparation est assez importante. Comme je vous le dis, on utilise un punch. On peut faire varier un peu le diamètre selon la cornée du patient, parce qu'après finalement on s'adapte aussi au patient. Par contre, le diamètre central ne peut pas varier. On utilise des punches de dermatologie de 3 mm. Donc on se retrouve avec une sorte de petit donuts qu'on va aller insérer sur l'optique qui contient une tige, elle aussi en PMMA. Et on va aller mettre cette plaque en titane qui fait un peu peur aux patients quand on leur montre. Ils se disent ça fait un peu Robocop, mais malgré tout en fait après ça s'opacifie secondairement, donc on voit plus beaucoup les trous de la contreplaque en titane. Ces petits trous ils sont faits en fait pour laisser passer l'humeur aqueuse et laisser le greffon donneur sa nutrition. Donc là c'est des patients chez qui on va commencer par faire un gros débridement conjonctival de leur panus. Ici, donc ça c'était une patiente qui avait une surface oculaire dramatique et une cornée comme vous le voyez. C'était un glaucome congénital. Ça c'était une autre patiente multigreffée aussi. Ça peut être des patients multigreffés avec des rejets multiples. Chez qui on peut proposer ça. Et après la chirurgie. Alors le montage est un peu difficile. Par contre la chirurgie est pas si compliquée que ça. Ça reste des sutures comme une kératoplastie classique et après une lentille de contact à demeure. Donc voilà, on peut aussi le faire avec donc il faut que le patient soit pseudo-fac. On ne peut pas le laisser fac parce que on est trop à risque d'avoir une cataracte derrière et en plus la tige, je pense, créer une cataracte très rapide et qui serait compliquée à opérer secondairement. Donc ici sur une chirurgie combinée avec l'extraction à ciel ouvert du cristallin. Donc il existe des modèles de kératoprothèse de Boston soit pour AFAC, soit pour pseudo-fac. Donc si on prévoit une chirurgie combinée, c'est quand même bien de prévoir un backup AFAC au cas où on n'arrive pas à implanter. Ici, j'ai pu implanter et faire sa kératoprothèse. Donc comme je vous le disais, voilà, au début, l'aspect des petits trous fait un peu peur, mais après, il disparaît au bout de quelques années, on le voit de moins en moins. Voilà, donc ensuite, je terminerai la présentation sur les patients qui sont vraiment en dernier recours, chez qui on va proposer des ostéokératoprothèses. Donc le principe, c'est de prélever de l'os tibial ou une dent, où on est dans le cadre d'une ostéo-odontokératoprothèse qui va servir de support à une optique en PMMA. Et le tout, on va le mettre en nourrice sous la paupière pour vasculariser et stériliser le dispositif et on va recouvrir la surface oculaire du patient de muqueuse buccale. 3 mois plus tard, on va aller sortir notre dispositif et faire une chirurgie assez invasive parce qu'on va reconstruire tout le segment antérieur. On va commencer par faire une kératectomie centrale, une iridectomie complète, une extraction intracapsulaire du cristallin, une vitrectomie antérieure, puis après aller suturer l'ensemble de notre dispositif et replacer la muqueuse buccale.
Donc en pratique, ça donne ça. Donc moi, je travaille avec une chirurgienne maxillofaciale qui a aussi l'habitude de faire des lambeaux, donc qui prélève de l'os. Donc elle me prélève de l'os tibial ici, et c'est elle aussi qui fait le petit trou central avec une fraise. Et après, on utilise du ciment pour coller le dispositif. Et on va aller le mettre dans une petite poche orbitozygomatique afin de, comme je vous l'ai dit, que le dispositif se conjonctivalise et finalement permette une meilleure intégration après au niveau tissulaire. Donc le prélèvement de muqueuse buccale, ça j'ai l'habitude d'en faire maintenant parce qu'on en fait pas mal pour plein d'autres indications. Je suis allé un peu vite là sur la vidéo d'avant. Juste la passer. Bon, c'est pas grave. La vidéo d'avant, c'était juste le débridement de la surface oculaire et la greffe de muqueuse buccale. Et là, donc 3 mois plus tard, c'est le deuxième temps opératoire. On va aller chercher. Vous voyez, donc le dispositif, il s'est complètement vascularisé, encapsulé d'une fibrose. Hein. C'est la réaction inflammatoire qu'on va avoir sur un corps étranger finalement. Donc on va aller libérer les optiques délicatement en évitant de les rayer. On va aller soulever notre muqueuse buccale qu'on aura utilisée pour reconstruire toute la surface oculaire du patient. Donc ici, c'est un patient qui avait été brûlé sévère, c'était un charpentier qui était brûlé bilatéral avec de multiples greffes de cellules souches, etc., qui avaient dans des protocoles qui avaient échoué. Donc c'est vraiment du dernier recours, hein, parce que c'est très invasif. Donc la kératectomie centrale, l'ablation complète de l'iris, qui saigne évidemment, mais finalement ça saigne pas tant que ça s'arrête au bout de quelques minutes, donc il faut être un peu patient. Et l'extraction intracapsulaire du cristallin, alors je n'avais jamais fait ce geste avant, mais c'est technique que certains peut-être d'entre vous ont connu ou peut-être fait, voilà, qui pourraient en témoigner. Donc j'ai commandé des cryodes à cataracte qui se commercialisent encore, tant mieux. Une vitrectomie centrale avec pas trop d'irrigation et plutôt une faible vitesse et une vitesse de coupe élevée. Et après, vous voyez, on va aller suturer cette kératoprothèse et sa fibrose. Voilà. C'est des chirurgies qui sont assez longues, donc il faut être assez patient. C'est aussi pour ça qu'on met un anneau de Flieringa ici, comme vous le voyez, pour éviter d'avoir des décollements choroïdiens. Et enfin, on va aller recouvrir la surface oculaire avec la muqueuse buccale du patient. Et on va aller, à la fin de l'opération, ouvrir sa muqueuse buccale. Et on a ce type d'aspect en post-opératoire, avec des résultats qui peuvent être vraiment, vraiment excellents, comme chez ce patient. Mais ça nécessite des suivis très, très, très rapprochés. La complication étant l'hypertonie, donc on peut avoir besoin de poser des valves ou faire de l'endocyclo secondairement. Voilà, je terminerai juste en vous invitant à noter cette date dès à présent, le 16 novembre prochain, pour la journée montpelliéraine d'ophtalmologie. Et je remercie encore les organisateurs pour leur invitation aujourd'hui.